C'est le docteur Erwan Daranda. Donc, il est médecin anesthésiste réanimateur militaire et il travaille à l'hôpital d'instruction des armées de Sainte-Anne à Toulon. Il a intégré l'éco-conception des soins dans ses pratiques et dans le fonctionnement de son service. Et il est dans le comité développement durable depuis 2021. Et son projet actuel, c'est de développer. Il est en train de monter une étude multicentrique française sur le gaspillage des médicaments en réanimation. Merci Erwan. Bonjour à tous. Je suis bien le docteur Erwan Daranda, je suis médecin anesthésiste réanimateur à Toulon. Je suis membre du comité développement durable et je n'ai pas de conflit d'intérêts. Et je vais partager avec vous le sujet de l'éco-conception des soins en réanimation. Les objectifs, c'est de définir qu'est-ce que l'éco-conception des soins en réanimation, d'essayer de vous justifier son intégration dans notre pratique et dans le fonctionnement de notre service, de vous donner quelques pistes de mise en place et des exemples d'action. Comme vous le savez, le réchauffement climatique est la plus grande menace pour la santé à laquelle l'humanité est confrontée et c'est devenu un axe prioritaire de toutes les politiques actuelles et elle nécessite l'implication de chacun d'entre nous partout, tout le temps. Vous savez aussi que le système de santé y participe activement à l'émission des gaz à effet de serre. C'est estimé entre 4 et 8% pour la France. Les gaz à effet de serre, oui, mais pas que. Il y a aussi tout l'impact sur la pollution directe et indirecte de l'eau, de l'air, de la terre, la déforestation induite, la santé humaine. Et ça, c'est lié au fonctionnement des hôpitaux, avec des ressources humaines très importantes, les dispositifs médicaux, les médicaments, les utilisations d'eau, d'énergie, ainsi de suite, et la production de tous nos déchets solides, liquides et gazeux. Donc on est bien en face d'un problème et on va essayer de trouver des solutions. Les solutions, c'est déjà vous. On a fait une petite enquête qui sera, on espère bientôt publiée, sur les pratiques de développement durable en anesthésie et réanimation en France. Et globalement, plus de 70% des actions, elles sont mises en place sur des initiatives personnelles. Le développement durable, globalement, c'est la prise en compte de son milieu, tout simplement, à travers le volet environnemental, qui est l'urgence actuelle. Mais pour pérenniser la chose, il faut aussi s'appuyer sur le pilier social et le pilier économique. Et globalement, c'est répondre à nos besoins de maintenant sans compromettre ceux des suivants. Et l'éco-conception des soins, c'est tout simplement la déclinaison du développement durable à la réalisation de nos soins et au fonctionnement de nos services et des hôpitaux. C'est la même chose que la déclinaison RSE, qui est responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et c'est souvent le terme qui est repris par les administratifs de nos hôpitaux. Et globalement, c'est de proposer une médecine de qualité à moindre impact environnemental et sociétal, pour aussi garantir une santé préservée à ceux qui suivent. Et l'éco-conception, on peut la voir à travers différents axes. On peut le voir à travers l'axe de la décarbonation, avec le transport, le chauffage, les protéines animales, l'axe de la dépollution, les perturbateurs endocriniens, les formoles, les vapeurs anesthésiques, l'air, l'eau, les plastiques, ou la déforestation induite, surtout par la politique achat, avec le gaspillage, l'alimentaire, les médicaments et la qualité de vie. Et puis après, vous pouvez la décliner selon les termes de gouvernance, d'achat d'énergie. Globalement, vous faites ce que vous voulez et vous les remettrez dans les bonnes cases. Et les bénéfices attendus de l'intégration de cette éco-conception, ils sont multiples. Vous allez diminuer l'impact environnemental de votre CO2 et de vos gaz à effet de serre, mais vous allez aussi diminuer l'impact environnemental avec votre pollution sur l'eau, la terre et les ressources. Par ailleurs, vous allez améliorer la qualité des soins. Le simple fait de vous interroger sur vos pratiques, comme la démarche qualité, vous allez améliorer les soins que vous allez proposer. Vous allez améliorer la santé, parce que vous allez limiter l'exposition aux polluants. Vous allez améliorer la qualité de vie au travail, parce que vous allez réduire les nuisances sonores de pollution de vos soignants. Ils vont venir en vélo, ils vont être hyper contents. Vous allez créer des dynamiques positives dans vos équipes. Et vous créez aussi probablement une variable d'attractivité pour ceux qui le feront vs ceux qui ne le feront pas. Et cette intégration de l'éco-conception, elle a toute sa place dans le processus du patient, au même titre que la qualité, que la sécurité des soins, que l'optimisation du parcours. Vous pouvez intégrer l'impact environnemental de vos soins. Donc l'éco-conception, c'est un projet à l'image d'un puzzle, d'un grand puzzle,
où il y a besoin de multiples acteurs qui peuvent travailler ensemble ou de manière séparée sur plusieurs actions qui sont indépendantes mais qui se regroupent tout de même pour faire ce puzzle. Et en fait, c'est même plus qu'un projet, en fait, c'est une véritable dynamique que vous donnez à vos soins. Comment faire pour faire un projet, pour faire une action? Globalement, l'idéal, et ce qu'il faut quand même un peu faire, c'est des audits pour savoir d'où on part, utiliser l'image de la route d'Hemming qui est de planifier, de faire, puis de vérifier, puis de corriger, et de faire avancer la roue comme ça avec l'expérience. Mais voilà, on est tous conscients que ça demande beaucoup de temps, ça demande des groupes de travail, et ainsi de suite. Alors bon, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'avez pas tout à réinventer. Donc déjà copier, c'est déjà très bien. Après, il faut décider. Il suffit de dire qu'on ne commande plus les bouteilles d'eau et qu'on utilisera l'eau du robinet. Voilà, vous n'utilisez plus de bouteilles d'eau, c'est décidé. Vous pouvez vous aider en appliquant la loi. La loi, elle est déjà assez claire sur plein de sujets, notamment pour les bouteilles d'eau, pour les gobelets, les couverts en plastique qui sont dans nos salles de soins ou pour les patients, sur les biodéchets, sur diminuer le chauffage. Voilà, alors il y a des réglementations au bloc et tout, mais il n'y en a pas partout. Et diminuer d'1 degré le chauffage ou la clim, c'est 7% d'économie. Sur la gestion des déchets, le tri à la source, et ainsi de suite. Et puis après, il y a une chose aussi qui est assez simple, c'est de répondre aux attentes des gens. Et si vous interrogez vos soignants, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer notre impact environnemental? Il y a 2-3 trucs qui vont revenir de manière, qui vont être partagés par tous, et elles seront beaucoup plus faciles à mettre en place. Ensuite, il y a 2-3 notions à avoir et qui m'ont manqué au début. La première, c'est dans les facteurs humains, c'est que vous n'êtes pas tout seul, même si vous avez l'impression de l'être. Que ce n'est pas parce que vous informez les gens que les choses vont changer. Que vous n'allez pas convaincre tout le monde tout de suite. Il va y avoir d'abord vous qui serez pionnier, puis après votre groupe il va s'étoffer, et puis ça va s'étendre. Mais en tout cas, globalement, tous ceux qui sont réfractaires, vous ne leur parlez pas, vous allez perdre du temps. Ensuite, le cycle du changement, il n'est pas linéaire. Vous allez avoir des petits succès, vous allez avoir des échecs. Et c'est comme ça, mais à la fin, les succès ils se pérennisent. Et surtout, quand vous partez en vacances et que vous revenez, il y avait des choses que vous croyez qui ne marchaient pas et en fait qui se sont mises en place. Et donc, en fait, votre vrai rôle à vous, c'est de créer les conditions pour que les choses changent, mais vous ne pourrez pas changer, vous, les gens. Voilà. Après, la deuxième notion à avoir, c'est le cycle de vie. M. McCain en a parlé juste avant un petit peu. Globalement, il faut bien retenir que, globalement, tout ce que vous faites, ça a un impact, mais cet impact, il n'est pas le même. Si on prend le cycle de vie d'un produit, mais c'est pareil pour un process, globalement, vous allez utiliser des ressources et de l'énergie, ça va polluer, ça va utiliser de l'énergie, vous allez avoir besoin de le fabriquer, ça va être pareil, vous allez polluer, vous allez produire des gaz à effet de serre, vous allez l'acheter, ça va vous coûter des sous, vous allez le transporter, vous allez encore polluer et produire des gaz à effet de serre, vous allez l'utiliser, vous allez encore polluer, vous allez exposer vos soignants, et puis après, vous allez soit le jeter, ça va vous coûter des sous, et puis ça va polluer, ou bien vous allez le revaloriser, et vous allez réutiliser des ressources, et vous allez repolluer, et ça peut être gratuit ou revalorisé. Donc globalement, il y a toujours un impact, mais il n'est pas identique. Et enfin, la dernière notion, c'est celle qui est appliquée aux déchets, qui est bien décrite dans les déchets, c'est les 5 R. Et globalement, pour tout, que ce soit un process ou que ce soit un produit ou un objet, les questions, c'est comment je peux le réduire, comment je peux le réutiliser, comment je peux le recycler, comment je peux repenser mon process, et est-ce que je ne peux pas faire autrement. Et si on prend un exemple de la chirurgie de la cataracte qui a été étudiée de manière globale, voilà, une opération, c'est juste un petit 0,5 kg de déchets d'activité de soins, 800 grammes de Dasria, 300 grammes de carton, ainsi de suite, un peu beaucoup d'eau. Bon, globalement, c'est pas grand-chose. Après, on le multiplie par 650 000 interventions. Si on fait une image, parce qu'il y en a plein qui aiment bien les images des émissions carbone avec les tours d'avion, voilà, ça fait 400 tours de la Terre, donc c'est un truc gigantesque. Bon, maintenant, si on enlève une compresse, en fait, si on le multiplie par 650 000, c'est pas si insignifiant que ça. Si vous triez un petit peu vos déchets d'activité de soins, c'est pareil. Si vous ouvrez uniquement ceux dont vous avez besoin, et ainsi de suite. Donc là, ça fait à peu près 10 minutes que je parle, et vous vous dites, et la réanimation.
Voilà, donc la littérature, globalement, il n'y a pas de données. Il y a McCain qui a écrit quelques études, et globalement, ça se concentre sur les effets de gaz à effet de serre, et il y a un gros impact régional, parce qu'eux, ils utilisent le charbon, et pas nous. Et donc, je vous invite grandement à ne pas lire que le résumé qu'on fait tous beaucoup, mais à bien lire les discussions, parce que rachianesthésie, anesthésie générale en France, c'est pas du tout égal. C'est pareil pour l'utilisation du propofol et des halogénés, et ainsi de suite. Et ça, c'est principalement lié au calcul des gaz à effet de serre de manière globale, et il n'y a pas que ça à prendre en compte. Par ailleurs, ensuite, la littérature, c'est surtout des éditos et des guides, globalement. Et en fait, les données de la réanimation, elles sont diluées dans celles de l'anesthésie, et elle est dominée par les gaz à effet de serre des halogénés. Donc, globalement, pour nous, il va falloir faire de l'extrapolation. Alors oui, on est les meilleurs services du monde, mais avec nos spécificités, mais on a aussi beaucoup de ressemblances avec les autres, et on va essayer de les extrapoler. Donc, je vous ai fait une petite synthèse de l'impact environnemental de la réanimation, et on va essayer de développer ces sujets les uns après les autres rapidement. Tout d'abord, dès qu'on regarde les actions de développement durable dans notre petit questionnaire, globalement, en fait, ça se concentre sur le tri des déchets et sur les émissions de gaz à effet de serre. Globalement, le reste, c'est pas fait. Les perturbateurs endocriniens, la qualité des eaux de rejet, les biocides, et ainsi de suite. Donc, on a une marge de progression qui est immense. Le premier impact, donc on peut parler des déchets d'activité de soins en premier. Globalement, c'est la porte d'entrée de la majorité d'entre nous dans l'éco-conception des soins, avec, ce qui est génial, un bénéfice financier. Bien entendu, vous n'en verrez jamais le bénéfice, mais c'est pas grave, il existe vraiment. Et globalement, ça nécessite des supports de tri et de bien définir ce que vous mettez dans les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Et ça, vous pouvez vous aider de la définition d'il y a 2 ans là, qui a été faite par l'ARS de l'Occitanie, qui est hyper bien et qui dit juste que pour que ça soit un déchet à risque infectieux, il faut qu'il y ait un agent pathogène et qu'il soit transmissible à l'homme. Et donc, globalement, quand vous avez votre déchet d'activité de soins, déjà, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, ça permet d'améliorer nos pratiques. C'est de se poser la question s'il est dangereux. Et si jamais il est dangereux, c'est de le mettre dans une filière spécifique, dans les déchets à risque infectieux. Mais globalement, cette filière, elle coûte très cher. Et globalement, on a une marge de progression qui est très importante, parce qu'en France, c'est à peu près 25%. Alors que la Suisse, qui sont l'exemple des Français, eux, ils sont que à 5%. Donc, si vous triez mieux, vous allez diminuer votre impact financier et ça va être bien. Si votre déchet, il n'est pas dangereux, c'est un déchet non dangereux, à ce moment-là, vous pouvez le valoriser, ça ne vous coûtera rien, presque, dans beaucoup de filières. Et s'il ne l'est pas, ça vous coûtera un peu d'argent. Quand on regarde, toujours dans notre enquête, la gestion des déchets, globalement, sur 235 blocs ou réanimations, c'est uniquement sur la différenciation entre déchets à risque infectieux et déchets non dangereux. Tout le reste, globalement, n'est pas fait. Le papier, le métal, le verre, le plastique, les biodéchets, même les capsules de café. Et globalement, le tri des déchets, il va énormément dépendre de vos prestataires locaux. Nous, on a la chance d'avoir à Toulon un gestionnaire de déchets qui nous récupère tout. Et donc, on a un sac pour les plastiques. On trie les plastiques tous souples, solides, vides. Et je vous invite à séparer les cordes de seringue pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus médicamenteux dedans et les métaux ensemble. On met le verre à côté. Et puis après, il y a bien entendu les piles et les bouchons. Dans notre réanimation, on avait 800 kg de déchets par semaine à peu près. Il y a 3 ans, ou 4 ans plutôt, on avait 2 sacs jaunes et un sac noir de poubelle. Et puis, donc, ça nous faisait 25% de déchets à risque infectieux. On a enlevé juste un sac jaune, on a mis un sac transparent, on a mis une affiche papier et on a diminué nos DASRI de 40%. Voilà, en 3 mois. Et globalement, à part l'affiche et dire qu'il fallait trier, les soignants, ils ont fait tout seuls.
Ensuite, il y a eu un petit bug avec le Covid. Et ensuite, on a dit, attends, pourquoi on a encore un grand sac jaune? On va mettre un deuxième sac transparent et on va mettre les plastiques souples et solides plus le métal. Et globalement, en fait, on peut encore se perfectionner, c'est sûr, mais globalement, on arrive presque au chiffre suisse. Voilà, trop bien. Voilà. Ensuite, le deuxième point à aborder, c'est la structure. Globalement, c'est le bâti. Globalement, pas grand monde peut faire quelque chose. Il y en a peut-être un qui est dans des projets de construction de réanimation. Donc, si possible, il ne le met pas au 3e sous-sol comme dans beaucoup d'hôpitaux. Il le met tout en haut avec le soleil. Il pense bien à l'isolation, à la surface, à la sectorisation des réseaux. Il y a le fonctionnement de la structure. Voilà, l'éclairage. Bon, vous en doutez bien qu'il faut éteindre les lumières quand ce n'est pas nécessaire. En plus du site Nictéméral à préserver pour nos patients, ça fait des économies d'énergie. Et puis après, c'est penser à la ventilation, au chauffage, à la clim. On en a parlé rapidement avant. Mais voilà, si vous avez des surpressions ou des dépressions dans toutes vos chambres et que ce n'est pas nécessaire, peut-être que la diminuer, ça vous diminuera votre coût énergétique. Ensuite, vous avez l'impact de vos personnels sur leur nombre. Bon, bien entendu, on ne va pas... voilà, les enfants, c'est le premier impact environnemental de chacun. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas en faire, mais ça peut rentrer en compte. Il y a leur empreinte carbone principale, il y a leur trajet pour venir à l'hôpital, et puis après, il y a leur vie à l'hôpital. Comment vous les habillez? Est-ce que vous les habillez en usage unique ou vous les habillez en réutilisable? Comment vous les alimentez avec beaucoup de protéines alimentaires animales ou pas beaucoup de protéines animales? Et puis après, vous pouvez choisir, soit d'utiliser des gobelets, soit d'utiliser ce qu'il y a dans l'armoire juste à côté et qui peut être lavé, soit de leur donner plein de bouteilles d'eau, soit d'utiliser une fontaine réfrigérée pour améliorer leurs conditions de vie. Ensuite, vous avez le fonctionnement de votre service avec tous les consommables et le matériel. Bon, c'est principalement la politique achat. Donc, c'est sûr que c'est mieux d'acheter local, c'est sûr que diminuer le nombre de références, ça facilite les choses. Et après, il me manque une photo, mais il y a une chose qui est importante et qui a été discutée rapidement en va, c'est le packaging, l'emballage. Et on a une cardiologue qui est géniale chez nous. Pour les défibrillateurs des patients qu'elle installe, ils reçoivent le boîtier qui est grand comme une boîte de cigarettes, enfin une demi-boîte de cigarettes. Et dedans, il y a un fascicule A4 qui fait 250 pages en 18 langues. Elle a envoyé juste un mail au fabricant et ça a été validé par le directeur une semaine après qu'ils allaient plus le mettre et qu'ils mettraient juste une feuille A4 imprimée avec un flash code et maintenant il sera disponible en ligne et elle vient de diminuer l'impact environnemental de manière très importante parce que moins de papier, moins de transport, moins de poids, moins de volume, ainsi de suite. Ensuite, dans le service, l'administratif, il y a toute la problématique sur le papier, sur l'informatique, sur les mails. N'envoyez pas 10 000 pièces jointes à toutes vos personnes, ne répondez pas à tous tout le temps, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est des termes génériques. Puis après, il y a l'impact de la chambre. Bon, bien sûr, il y a l'équipement de base, combien de lits on met dans la chambre, combien de metscopes, combien on met d'ordinateurs, et puis le cycle de vie de chacun. Et puis il y a l'entretien, notamment le ménage avec l'utilisation des biocides qui ont un impact direct sur la qualité des eaux de rejet. Et vous pouvez utiliser comme nous des seaux avec 5 litres d'acide chlorhydrique pour tout nettoyer ou utiliser juste un pip sheet. Et puis après, vous avez le ménage à la vapeur qui fait aussi bien que l'eau de Javel, mais qui ne pollue pas. Et puis après, vous avez toute l'hôtellerie du patient. Quel linge vous allez utiliser pour lui, quelle alimentation, comment vous faites la toilette. Est-ce que vous remplissez une grande bassine de 10 litres d'eau et puis vous jetez 10 litres d'eau moins les 100 millilitres qui ont été nécessaires? Ou est-ce que vous prenez juste un petit peu d'eau, quel est le savon que vous utilisez, et ainsi de suite. Et après, quand on rentre un peu plus dans nos soins, et en fait, là, c'est regarder le cycle de vie dont M. McKean a parlé tout à l'heure, et on peut le regarder par nos gestes. Voilà, comment on va s'habiller pour notre geste? En usage unique, en réutilisable? Est-ce qu'on s'habille complètement en stérile ou on met juste des gants en stérile? Notre matériel, est-ce qu'on utilise juste de l'usage unique ou on utilise du réutilisable? Les kits tout faits qu'on fait, sachant qu'on est de plus en plus à utiliser des kits tout faits, il y a en général plus de la moitié qu'on n'utilise pas et qu'on met à la poubelle. Est-ce que la technique de pose, échographie, pas échographie ou autre, est-ce que je le fais dans la chambre du patient ou est-ce que je le fais au bloc opératoire ou arrière?
Et on peut regarder ça aussi pour les soins. Est-ce que j'ai besoin de lui mettre ou pas sa VVC, son artère? Quel type de VVC ou d'artère je choisis? Et ainsi de suite. On peut regarder. Est-ce que je mets la sédation? Est-ce que je mets un bis à tous mes patients ou pas? Dans mes médicaments, voilà, est-ce que je les administre péros ou je les administre IV? Est-ce que je les jette après dans l'eau, enfin dans le lavabo, et en fait ils vont polluer l'eau, les eaux usées? Les transfusions, le seuil de transfusion, on a de la chance, c'est que les recommandations elles ont été restrictives, et donc en fait on transfuse moins, tant mieux. La nutrition, est-ce qu'elle est péros, entérale, parentérale? Dans ma suppléance d'organes, il y a quelques données là maintenant qui commencent à sortir sur l'épuration extra-rénale, mais est-ce que l'impact environnemental continu séquentiel, c'est pareil? Courte ou longue durée? Est-ce que j'utilise le citrate, la HNF ou les AGPM? Est-ce que mon circuit osmosé, il est intégré à mon service? Il est mobile? Ou est-ce que je transporte mon patient au centre de dialyse? Et ainsi de suite. L'oxygène, est-ce que je la produis localement ou est-ce que je me la fais livrer toutes les semaines? Les actes de radiologie, est-ce que je prescris une radio à mes patients tous les jours, tout le temps? Est-ce que j'utilise l'échographe ou pas? La contrôle thermique, couverture chauffante, où je mets de l'air pulsé. Et globalement, vous déclinez chaque chose. Et globalement, il n'y a pas de réponse. Hein. Alors, il y a des choses évidentes, et puis il y en a qui le sont moins. Et puis, en tout cas, c'est plein de projets de recherche à mener. Et après, ça, vous pouvez aussi le décliner par prise en charge ou par pathologie. Typiquement, la sédation, bénéfice clinique, impact environnemental de l'hypnovel sulfinta, vs le propofol l'ulteva, vs l'anaconda aux halogénés, où il faut changer les fils tous les jours, ou le mirus et les halogénés. Voilà, on n'a pas trop la réponse. Et puis enfin, le patient, l'éthique. Est-ce qu'il faut l'admettre en réanimation? Je l'ai admis en réanimation, combien de temps il reste? Discuter l'intensité thérapeutique qu'on propose à nos gens et leur proposer les soins pour le meilleur pour eux, c'est important. Et voilà, avant de finir, je fais un peu de publicité. J'espère que tous les services de réanimation que vous représentez participeront à l'étude qu'on lance là dans une semaine ou dans 2 semaines sur le gaspillage médicamenteux en réanimation. C'est une étude prospective observationnelle multicentrique en France, conjointe avec le comité développement durable et le comité réanimation d'ASFAR. Et voilà. Donc en conclusion, l'éco-conception des soins, c'est tout simplement le bon sens de la médecine, en prenant en compte la qualité des soins, la sécurité des soins, l'impact environnemental des soins. Les gaz à effet de serre, oui, il y a urgence, mais n'oubliez pas l'eau, l'air, les soignants. Et vous pouvez ou vous devez agir, et je vous souhaite à tous une excellente éco-conception des soins. Bravo Erwan. Encore une fois, la thématique est inondée par le secteur d'anesthésie et c'est vraiment innovant cette approche des soins critiques et de la réanimation pour la thématique. Merci d'avoir insisté sur le critère qualitatif de l'approche environnementale de notre activité de soins et de voir cette évolution puisque tu ne parles pas uniquement de gaz à effet de serre, pareil que Forbes. On parle d'impact environnemental avec effectivement les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les autres impacts, notamment sur l'eau, sur la nappe phréatique et sur le sol. On a 2 minutes pour les questions. Tant mieux. Alors, bonjour, Benyola Mad de Marseille. Moi, j'ai une question sur le verre médical. C'est très compliqué chez nous. On me répond tout le temps que c'est pas possible, qu'on peut pas le faire, etc. Comme vous n'êtes pas loin, je me dis qu'on peut avoir peut-être des combines sur le verre parce que ça a l'air insurmontable comme problème. En fait, le principal problème du verre médical, c'est que c'est un verre neutre. Mais en fait, dans le verre médical, vous avez 80% du verre qui est comme la bouteille de pinard. Et vous avez 20% qui est vraiment du verre neutre. Et en fait, quand ils le mélangent en trop grande quantité pour le recyclage, ça fait foirer tout le verre qui est recyclé. Donc il faut juste
que le prestataire qui récupère le verre soit conscient de ce problème et pas qu'il vide dans son mélange de verre brut avant de le faire fondre une benne de verre médical et qui vide sa benne de manière progressive. Et globalement, il y a 5 hôpitaux en France, en tout cas il y a 3 mois, qui faisaient la récupération du verre médical. Nous, on avait beaucoup de chance parce qu'on est l'hôpital militaire. L'hôpital civil, qui a exactement 600 mètres à vol d'oiseau, ne peut pas récupérer son verre parce qu'il n'a pas le même prestataire. Donc on n'y arrivera pas. Donc en fait, globalement, il faut juste trouver le bon interlocuteur, mais c'est possible. Voilà. Et je fais encore de la publicité pour Erwan. Tout ce qu'il vient de dire est dans les fiches actualisées développement durable de l'ASFAR qui sortent aujourd'hui. Ok. Une dernière question. Bonjour. Je suis une IAD de Bergonier à Bordeaux. Et du coup, j'ai fait mon mémoire d'infirmière anesthésiste sur tout le sujet que vous avez fait là, mais au bloc opératoire, sur l'éco-conception des soins. Et on a ciblé l'élimination et le gaspillage des médicaments. Nous, notre compte-rendu, c'était qu'il y avait 30% des médicaments qui étaient préparés et gaspillés, jetés. Donc c'était énorme quand on a fait tous les calculs et tout ça. Du coup, j'ai vraiment très très hâte de voir vos résultats en réanimation. Et ça va être un très gros boulot. Donc merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.